Pascal Aubry est responsable du pôle proximité de la DSI et RSSI suppléant de RN1. Il assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage du projet CIDES et en coordonne les aspects techniques pour l'université. À toi. Merci Gérard. Donc, petit retour d'expérience de l'Université de Rennes. Donc, sur les examens sur tablette, on va parler sécurité, technique, organisation, un petit peu tout. Je vais essayer de faire vite pour laisser un petit peu de place aux questions à la fin. Projet CIDES. Donc, CIDES, ça veut dire quoi? Ça veut dire système informatisé, distribué d'évaluation. Et le dernier S, c'est pour la santé. L'objectif de ce projet, c'est de mettre en place les examens numériques dans les universités avec un objectif final qui est l'organisation en juin 2016 de la première édition des ECNI qui sont organisés par le Conseil national de gestion qui dépend du ministère de la Santé. Alors ça veut dire quoi, ECNI? Donc c'est l'examen classant national. Ça concerne les étudiants de 6e année de médecine, c'est ça qui va leur donner leur spécialité en fonction de leur classement. Alors c'est un examen qui est assez sensible. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux financiers assez importants derrière pour les candidats. C'est là qu'ils vont choisir leur spécialité. Pour l'université, donc des risques juridiques qui concernent essentiellement les recours. Et puis pour les établissements qui sont particulièrement soigneux de leur image sur ce coup-là. On attend entre 8 et 10 000 candidats dans 34 centres d'examen. Pour vous situer un peu la sensibilité, il ne faut pas que ça s'arrête plus d'un quart d'heure dans un centre, sinon on refait tout au niveau national, il faut reloger les gens, etc. etc. Voilà. C'est pour ça que le soin de l'image est important dans ce projet, parce que souvent on entend, on ne sait pas trop si ça marchera, mais en tout cas, si ça ne marche pas, pourvu que ce ne soit pas à cause de nous, parce que ça va se savoir. Alors l'intérêt des examens informatisés, de manière générale, c'est de mieux discriminer les étudiants. Quand on veut les classer, en effet, si on arrive à poser 500 questions, on arrivera, sachant qu'on a une gaussienne à peu près tout le temps quand on classe des étudiants, on aura une gaussienne qui sera plus large. Donc de manière informatique, on doit poser plus de questions que sur du papier. Donc c'est ça le premier objectif. C'est le premier objectif annoncé, au moins. Il y en a d'autres. Alors, on pense évidemment à la possibilité d'utiliser de nouveaux médias plus riches. C'est clair qu'entre avant, on a une photocopie crado d'une échographie, et puis là, on voit le bébé qui bouge. C'est le moment d'émotion. On va poser des questions forcément plus intéressantes sur la deuxième partie que sur la première. Il y a aussi la progressivité des examens. La première chose qu'on dit aux étudiants quand ils passent n'importe quel examen, c'est lisez tout le sujet. Comme ça, vous saurez qu'il y a des réponses dans les questions. Voilà, ici, on vous donne une image, on vous demande si c'est la varicelle ou la peste. La deuxième, on vous dit qu'il s'agit de la varicelle, on vous demande si elle est contagieuse. Ça, on va pouvoir, de manière informatique, poser les questions les unes après les autres et empêcher les candidats de revenir sur les réponses qu'ils ont déjà données. Ça, c'est très intéressant. On va pouvoir réutiliser les sujets. CIDES, il y a un serveur derrière sur lequel on va pouvoir se partager les sujets, récupérer les questions pour refaire d'autres sujets. Ça peut être un peu plus rapide. Bon, je sais qu'on m'a dit, non, dis pas ça. Mais si, quand même, ça coûte des sous. Alors, on ne sait pas exactement combien ça coûte. En tout cas, moi, je n'ai pas eu l'information, mais on parle de plusieurs millions d'euros par an pour cet examen-là. Il faut louer des parcs d'exposition, il faut louer des hôtels pour enfermer les médecins qui font les corrections, pas qui sortent pendant, etc. Enfin, voilà. Et donc, c'est censé coûter moins au niveau de la correction après qu'avant. Pour le ministère, évidemment. On va voir la suite. Planning assez serré, c'est un projet qu'on a commencé en septembre 2013. C'est là que la demande est arrivée. Et on nous a dit en juin 2016, attention, il va se passer des choses. Alors aujourd'hui, on est presque arrivé, vous voyez, sur le chronogramme qui est là. On est en ce moment, enfin, depuis lundi, là, cette semaine, sur les premiers tests de l'ECNI au niveau national. Il reste des échéances, il reste mars, avec une deuxième série de tests, et il restera juin avec les vrais ECNI. Bon, entre-temps, on organise déjà beaucoup d'examens facultaires pour tous les étudiants. Alors, les acteurs du projet CIDES, alors là je parle de CIDES, c'est-à-dire la mise en place des examens en santé. La maîtrise d'ouvrage, pour nous, c'est les services de scolarité. Pour eux aussi, c'est une vraie révolution, ce projet-là, c'est pas facile. La maîtrise d'œuvre, c'est nous, c'est la DSI. Les utilisateurs, ils sont de deux types. Il y a les enseignants qui fabriquent les sujets et qui les corrigent.
Il y a aussi les étudiants, parce qu'ils sont vraiment partie prenante dans le processus. Et puis, comme la nature a horreur du vide et qu'à Rennes, pour l'instant, on n'a pas de cellule assistance à maîtrise d'ouvrage, eh ben, c'est la DSI qui s'est mise là-dessus. Alors, pendant l'examen, voilà ce que nous communique le CNG sur les différents périmètres, fonctionnel à gauche, technique à droite. C'est une toute petite partie, en fait, de ce qui se passe au niveau des examens, parce que, en préparation, en amont, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les gens qui sont là pour faire en sorte que ça marche le jour de l'examen, il y a beaucoup plus que ça. En fait, pratiquement tous les métiers de la DSI sont impactés par ce projet. Et c'est sans doute ce qui donne son intérêt à ce projet. Alors, les architectes du SI, parce qu'il faut provisionner les plateformes de CIDES pour les étudiants, pour les enseignants. Les ingés système réseau, on imagine bien qu'il y a des problématiques d'infrastructure. Les informaticiens de proximité, à qui on va donner à gérer un nouveau parc, des tablettes en l'occurrence, et puis une grosse implication des responsables sécurité de l'établissement, les RSSI, pour notamment l'analyse de risque. Côté provisioning, je vais aller assez vite là-dessus, il y a des bases métiers, arpège, apogée. Pour peu qu'elles soient bien renseignées, on est capable de remonter des informations sur le serveur CIDES. Et puis on a une interface web qui permet notamment aux étudiants de faire de la composition. Bon, il y a provisioning, là c'est la première année, donc il va falloir penser aussi au déprovisioning, et pour l'instant, ça n'est pas fait. Architecture, alors très rapidement, l'université de Rennes 1, c'est plusieurs sites géographiques. On s'intéresse là à 2 campus. Le campus santé, sur lequel on va trouver les tablettes, qui vont être dans un bâtiment, dans lequel vont composer les étudiants. On s'appuie sur des bornes Wi-Fi, reliées à un switch, on a de la fibre, on va vers un autre switch, et là on tombe sur notre réseau métropolitain qui s'appelle FOR, fibre optique rennaise. On arrive sur un autre campus, le campus de Beaulieu, où là on a quelques serveurs qui peuvent nous servir à l'occasion, comme le DNS, le DHCP, le serveur d'authentification. Et puis on ressort du campus, on arrive sur Renater, et sur autre chose, je ne sais pas quoi. Et en tout cas, à la fin, on arrive sur le serveur CIDES. Voilà. Pourquoi cette description de l'architecture? C'est parce que si on a des impératifs de disponibilité, il va falloir s'assurer que tous les éléments de ce schéma-là sont le plus redondants possible. Donc ça, c'est le boulot des administrateurs système et réseau. Un nouveau parc assez homogène. Donc c'est surtout de l'Apple, en fait, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e génération. Il y avait d'autres modèles, mais ils n'ont pas été homologués. Donc croquons la pomme. Chez nous, en 2013, c'était des iPad Retina. Donc c'est des choses 10 pouces. Il y a de l'USB, il y a du Wi-Fi. On ne les a pas choisis, effectivement, on ne les a pas choisis. On est arrivé sur le projet, les tablettes étaient déjà achetées. Pas de bol, on ne connaît pas, on ne sait pas les gérer. On en a racheté 38 pour avoir un peu de spare. Ça se stocke dans des chariots. Ce type de chariot, ça s'appelle des ergotrons. Ça permet de les stocker, ça permet de les transporter, ça permet de les charger, ça permet de les configurer via l'USB. Et on a 48 tablettes par chariot, donc on doit arriver à 6 chariots chez nous. Voilà, petit coucou aux collègues, Fabrice, Richard, Amidou, Thierry, là, qui se sont bien amusés cette semaine avec les tablettes. Merci à eux. Je vous raconterai pourquoi à la fin. Avant, on déployait ce parc avec un outil gratuit fourni par Apple qui s'appelle Apple Configurator, en version 2 pour ceux que ça intéresse. L'idée, c'est quoi? C'est de générer un master et puis on va déployer en masse sur les tablettes, brancher en USB dans les chariots. Pratiquement, c'est pas top, hein. D'abord, ça oblige à le faire de manière active. Et puis surtout, on s'est rendu compte, comme d'autres universités, qu'il y avait des problèmes avec Apple Configurator. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr que les tablettes, finalement, sont toutes dans la configuration qu'on voudrait une fois qu'on a fini le processus. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, il faut les générer, et puis après, il faut les débrancher, il faut vérifier, il faut les rebrancher. Voilà, 6 chariots de 48 tablettes. C'est pour ça qu'on va passer à Jamf.
Donc Jamf, c'est un outil dont on espère à la fin qui nous permettra de changer rapidement le profil des tablettes, c'est-à-dire de passer d'une configuration à une autre. Il y a d'autres gains qu'on espère aussi, comme par exemple pouvoir surveiller notre parc en temps réel, lesquelles tablettes sont connectées, lesquelles tablettes, à quel niveau d'alimentation ils sont, etc., etc. Un tout petit peu de technique, juste sur les principes pour voir comment Jamf fonctionne. Il y a plusieurs autres produits qui fonctionnent de la même manière, comme AirWatch par exemple. Alors, en bas à gauche, les tablettes des étudiants qui sont sur le réseau de l'université. Mais ce que je vais vous montrer peut marcher pour n'importe quel périphérique, pas seulement des tablettes et pas seulement sur le réseau de l'université. En bas à droite, un serveur, qui est le Jamf Software Server, jss.univrana.fr. Et puis, dans le nuage, ce qu'on appelle le Device Enrollment Program, le DEP d'Apple, qui permet de déclarer des tablettes comme faisant partie d'un programme d'enrôlement. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on met une association, en fait on instaure une relation de confiance entre notre serveur de déploiement et le DEP d'Apple. Ça se fait avec des certificats, des choses comme ça, que du classique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une tablette accroche à un réseau Wi-Fi? Quand on l'allume, quand elle accroche à un réseau Wi-Fi, la première chose qu'elle fait, si elle est inscrite dans le programme d'Apple, c'est d'interroger le DEP pour savoir quel serveur d'enrôlement elle doit appeler. Donc on lui répond si elle est déclarée dans le DEP. Et donc si on lui répond par exemple ici que son serveur d'enrôlement c'est le serveur Jamf de Rennes 1, elle va interroger ce serveur-là. Et puis le serveur va lui renvoyer la config qu'on veut installer dessus. Et donc c'est ça qui doit permettre normalement, lorsqu'on change le profil des tablettes sur le serveur de déploiement, que lorsqu'on rallume la tablette, automatiquement, on passe par exemple d'une configuration utilisée pour CIDES, nos examens facultaires, à une configuration ECNI, avec une configuration réseau différente, etc. Voilà, ça s'est mis en place chez nous. Ça fonctionne plutôt bien. J'en profite pour un petit message, s'il y en a d'autres qui utilisent Jamf. Je pense qu'il est grand temps qu'on mette en place une communauté française des utilisateurs de Jamf. Je referme la parenthèse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à la fin. Beaucoup d'aspects sécurité, et là, on a été très pragmatique, parce que quand on a un projet qui arrive avec des deadlines pas possibles, quand il faut regarder le RGS, parce que c'est un téléservice, il y a des informations personnelles, donc informatique et liberté. Rennes 1, il y a une PSSI. Le projet CIDES lui-même a une PSSI. On a une analyse de risque avec, on va voir un petit peu tout à l'heure, des choses qu'on voudrait respecter. Par-dessus, on a la PSI qui est arrivée. Bon, très clairement, on a été très pragmatique. On s'est appuyé sur des principes. Et donc, je vais focaliser cette présentation maintenant sur l'aspect sécurité. Pour arriver à s'en sortir, une seule solution, c'est d'avoir la bonne démarche. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, comment on part du recensement des besoins jusqu'à la dernière étape, qui est l'acceptation du risque. Rien de nouveau là-dedans, hein, vous regardez les BIOS, tout est dessus. 4 critères, les 3 premiers que vous connaissez sans doute, un 4e, la preuve qui est transversale aux 3 premiers. La disponibilité. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, 1, les examens doivent se tenir au moment où on veut et là où on veut. Il ne s'agit pas qu'on puisse composer à d'autres moments ou qu'on puisse composer depuis d'autres endroits que les salles d'examen. Bon, pour ça, c'est assez facile. La disponibilité, on va regarder les SPOF et puis on va essayer de les supprimer un à un. L'intégrité, oui, il faut éviter de perturber les flux de données, évidemment. Avant les examens, pour tout ce qui est en amont. Après, on ne s'en occupe pas trop pour nous. Ça concerne plutôt la correction des examens. Pendant, par contre, évidemment, il va falloir avoir des données intègres dans tout le workflow de données. La confidentialité, là aussi c'est du classique, on va éviter de faire fuir toute information au-delà du besoin d'en connaître, bon, c'est assez classique. La preuve, comme je vous disais, elle est transversale, c'est juste pour pouvoir faire de la traçabilité, notamment a posteriori si on a besoin. Donc on recense ces besoins, alors je m'appuie sur un petit schéma là, fourni par le cabinet Solucom, qui est celui qui a fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui est sécurité au niveau du projet CIDES.
Et donc le périmètre de l'établissement, pour nous, il va se limiter au déroulement des épreuves. Alors comme je vous ai dit, c'est assez confidentiel. Côté intégrité, là, on n'a pas droit à l'erreur, hein. Faut que ce soit carré, hein. Faut que les données restent exactes. On va surtout regarder la disponibilité. Elle est indiquée comme vitale, et vitale, ça veut dire pratiquement qu'on estime qu'on ne peut pas être sans disponibilité sur tout ce dont on a besoin pendant plus de 15 minutes, parce que plus de 15 minutes, ça veut dire qu'on invalide tous les examens dans tous les centres. Plusieurs menaces, des malveillances, des fraudes, des sinistres, des erreurs. On va les détailler un tout petit peu. Alors les sinistres, c'est tout ce qui n'est pas humain, on va dire. Si la salle est inondée, prend feu, ça va poser un problème. On va être obligé de l'évacuer, et donc souvent plus d'un quart d'heure. Bon. On peut éventuellement perdre des choses, comme une clim, l'alimentation électrique. On peut éventuellement se faire voler du matériel la veille de l'examen, hein, voilà, ce genre de choses. Tous les sinistres qu'on prend en compte ne concernent pas que ce qui se passe pendant l'examen. En fait, c'est bien plus large que ça, évidemment. Il peut y avoir des erreurs. D'ailleurs, on y a été un petit peu confronté. Si, par exemple, ceux qui configurent les tablettes font des erreurs quand ils configurent les tablettes, ça va moins bien marcher. On peut perdre de la connaissance. Ça, c'est quelque chose qui nous concerne assez rapidement, parce que dans une équipe où on a pas mal de turnover et où la gestion de la documentation n'est pas à la hauteur, c'est quelque chose qui peut arriver très très vite, et ça peut être vraiment problématique. Alors quand il y a des règles, il y en a toujours qui les franchissent, hein, évidemment. Et puis, on peut éventuellement perdre des choses, par exemple perdre des logs parce qu'une partition est remplie, ou des choses comme ça. Voilà. On a un dernier type de choses qui peuvent arriver, c'est les malveillances, les fraudes. On peut voler des informations de connexion, par exemple, hein, pour se connecter à la place d'un autre. Voilà. Si vous avez une manif qui débarque pendant le CNI, c'est pareil, ça va être difficile de continuer l'examen. S'il y en a qui s'amusent à attaquer de manière informatique, c'est pareil, ça peut être problématique. On peut imaginer plein de choses, hein. Tout ça, c'est de la sécurité. On est obligé de balayer, en fait, toutes ces possibilités d'atteinte à l'intégrité du système, et qui pourraient rendre le système non disponible. Une fois qu'on a bien identifié les menaces, et elles sont très nombreuses, on peut apprécier le risque. Sachant qu'on va prendre en compte surtout les menaces qui sont très probables, mais on va prendre aussi en compte les menaces qui sont peu probables, mais qui auraient des conséquences importantes. Alors la fonction f, elle n'est pas exprimée, hein, c'est le problème, hein. Si on avait cette fonction f, ce serait très facile de faire une analyse de risque et de l'apprécier pour pouvoir le présenter à la maîtrise d'ouvrage ensuite. Cette fonction f, je ne crois pas qu'elle existe. Il y a un petit côté doigt mouillé dans l'analyse de risque à ce niveau-là. C'est une phrase évidemment cruciale. Pourquoi? Parce que c'est cette phase-là, le fait de bien voir quelles sont les conséquences, si elles sont graves ou pas, et les probabilités d'existence des menaces, qui permet de présenter ça à la maîtrise d'ouvrage. Clairement, le rôle des responsables sécurité, c'est pas surtout de cacher les risques, c'est de bien les montrer. Après, il y en a qui sont acceptables dans l'État, il y en a qui ne sont pas acceptables. Et ça, c'est notre boulot, pour le coup. Alors, le traitement du risque, il y a une caractéristique importante, c'est que parfois, on le traite en le refusant, simplement. Si je vous demande quelque chose que vous estimez trop risqué et puis que vous n'en avez rien à faire, vous allez me dire « bah non, je refuse, voilà, j'ai traité le risque ». Candidat suivant. Nous, là, c'est pas tellement possible, hein. Il y a une grosse pression sur ce projet-là et on ne pouvait pas dire « non, trop risqué ». Pas nous, ce ne serait pas bien passé. Donc, il faut prendre en compte le risque. Il y a une partie qui est relativement facile parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de traiter, qu'on fait, je pense, relativement bien.
c'est la confidentialité et l'intégrité en s'appuyant sur des mesures classiques de chiffrement. Voilà. Il y a une partie à laquelle on était peu habitué avant ce projet-là, qui est beaucoup plus coriace, c'est la disponibilité, parce qu'il faut s'assurer que tout soit disponible. Et puis surtout, ça va mener à des mesures qui sont beaucoup plus lourdes. Alors, c'est un peu frustrant, hein, parce qu'une grosse partie de ce projet-là, ça consistait à l'analyse du risque. Néanmoins, évidemment, l'analyse du risque, elle est confidentielle, parce que si vous dévoilez en fait les menaces, en gros, vous donnez le manuel pour vous attaquer. Alors, quelques exemples de mesures. Hein. On va chiffrer toutes les communications, on va renforcer notre architecture réseau pour enlever tous les SPOF. On va séparer les réseaux pour éviter qu'il y ait des perturbations. On va mettre en place des mesures qui ne sont pas du tout informatiques, hein, comme le contrôle physique des personnes, pour éviter qu'il y ait des perturbateurs qui rentrent dans la salle. On va essayer de contrôler les connexions, voilà, faire des choses comme ça. Donc on ne peut pas, évidemment présenter l'analyse de risque des établissements, parce que sinon ce serait dramatique. Je veux juste prendre un exemple concret et qui illustre en quoi les examens informatiques sont différents des examens papier. Lorsque vous faites un examen classique papier, pour peu que les candidats vous assuriez qu'ils n'échangent pas leurs copies et qu'ils n'échangent pas leur place, pour être sûr que chacun compose pour son propre compte, c'est assez facile. Vous avez à gauche le candidat, à droite un petit truc qui est sur la table avec un numéro et le nom du candidat. Et puis vous demandez une pièce d'identité, et puis vous assurez que le nom correspond bien ici, et puis que, grosso modo, même si les cheveux ont poussé, etc., vous faites un contrôle physique d'identité. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait quand on a un examen papier. La menace d'échange d'identité dans le cadre des examens informatiques est un petit peu plus complexe que ça. Il faut considérer l'échange d'identité électronique. On va prendre un exemple, par exemple Gérard qui est brillant pour tout ce qui est médical, et moi qui suis un peu cancre, plutôt informaticien. On va mettre un plan tous les deux. En fait, comme il est bon, ce qu'il va faire, c'est que je vais lui demander, moyennant une bière ou autre chose, qu'il passe l'examen à ma place. C'est-à-dire qu'il se connecte en mon nom, puis moi je vais me connecter avec le sien, ça va aller. Sachant que je suis tranquille parce que lui, il est tellement bon qu'il aura la session de rattrapage. Voilà, ça me coûte un peu cher, mais c'est important pour mon cursus, donc peut-être faut voir. Bon, ben ça, il faut absolument l'empêcher dans le cas des examens informatiques, donc il faut mettre en place des choses en plus. Les choses en plus, c'est ça, c'est quand on se connecte au serveur CIDES, le nom qui apparaît doit correspondre à celui qui est là. Et puis, c'est pas suffisant, en fait, parce qu'on ne va pas mettre un surveillant derrière chaque étudiant. Donc, il faut au moins le regarder une fois, et puis il faut s'assurer par un contrôle, et la DSI, pour le coup, a développé des procédures pour vérifier que les connexions multiples n'existaient pas, et quand elles existent, voir ce qui se passe. Si vous avez deux étudiants qui se connectent sur une même tablette, c'est louche. Si vous avez un étudiant qui se connecte sur deux tablettes, c'est louche aussi. Voilà, donc on a une petite interface pour ça. La dernière phase de notre démarche, là, c'est l'acceptation du risque. Alors bon, j'enfonce une porte ouverte, hein, le risque zéro n'existe pas, évidemment. Oui, vous pouvez prendre tous les accessoires qui sont montrés ici, le risque zéro n'existe pas, effectivement. La foudre qui tombe sur le bâtiment, qui met le feu, hein, ça, vous ne pourrez pas la prévoir. Ce qui est important, c'est que le risque doit être accepté. Et quand on dit doit être accepté, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous devez arriver avec votre analyse de risque devant la gouvernance et leur dire, ben voilà, les risques sont ceux-là. Pour supprimer le risque ou pour le diminuer, je vous propose ces mesures-là. Mais les mesures, c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Parce que c'est à vous d'accepter le risque qu'on appelle résiduel. Voilà. Et quand on dit formellement, je pense qu'il y a un moment où il faut se poser et leur dire, ben voilà, pour ça on fait quoi, pour ça on fait quoi. Parce qu'à la fin, si vous n'avez pas fait ça, on risque de vous accuser d'avoir caché un risque finalement. Et ce ne sera pas forcément facile de l'endosser à la fin. Ça coûte quelques ETP, ce projet. Typiquement, on a des gens qui ont bossé sur les tablettes, qui se sont bien investis dessus, longtemps. On a quand même des gens qui ont repensé toute notre infrastructure réseau. Il se trouve qu'on était arrivé à un palier et qu'il fallait grimper au-dessus pour pouvoir intégrer
toutes les bornes qu'on nous a demandées. On a un bâtiment, qui est le bâtiment 13 sur le campus santé, où on a 250 étudiants qui peuvent composer en même temps grâce à des bornes, grâce à des switches qui ont été rajoutés. On a équipé pas mal d'amphis, parce qu'en plus, en cours de projet, on nous a dit c'est bien 250, mais il faudrait accueillir 150 étudiants étrangers qui passent aussi le CNI. Voilà, on a pas mal de réseaux là-dessus. On a un petit peu de temps consacré au provisioning de la plateforme. On a pas mal de temps passé sur l'analyse de risque. Et puis sur la coordination de ce projet-là, parce qu'il y a plein d'acteurs, et mine de rien, quand on arrive là-dessus, on ne s'ennuie que peu. Donc ça coûte des ETP. Sur le projet, ça coûte aussi des ETP par an. C'est-à-dire que la maintenance des tablettes, on l'estime à peu près à 5 mois hommes, ce qui est quand même assez important. Et puis on a quand même pas mal d'assistance et puis de suivi des examens. Notamment, on a des procédures de veille un peu particulières. On demande à nos collègues du réseau de surveiller le réseau d'un peu plus près lorsqu'il y a des examens. Voilà. J'insiste sur le fait que ça ne concerne que les coûts humains de la DSI. C'est-à-dire que les services de scolarité ont également sur ce projet un gros investissement qui ne sont pas présentés ici. Ça coûte des sous. Alors, ça coûte des sous en matériel, les tablettes. C'est les tablettes Apple qui coûtent quand même quelques centaines d'euros pièce. Un petit peu de logiciel aussi, notamment pour avoir ce qu'on appelle un MDM comme Jamf. Il se trouve qu'il y a eu un investissement important de fait au niveau de Rennes 1 sur l'infrastructure réseau. Des choses qui ont permis d'améliorer l'infrastructure globale du réseau de Rennes 1, et puis des choses dédiées aussi au projet. Un petit peu d'immobilier, parce qu'il faut protéger les tablettes. On parlait du risque de vol des tablettes. Un chariot comme ça, si vous arrivez à le revendre sur eBay, c'est pas une mauvaise transaction. Ça, c'est pour la partie projet. Puis pour la partie fonctionnement, on sait que quand, par exemple, on va doubler un équipement, on va aussi doubler les maintenances en général. Et puis les matériels et logiciels, il y a aussi de la maintenance de licence aussi à prendre. Voilà. Bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je pense qu'on aura des chiffres un petit peu différents selon les universités. Mais ce qu'on va retenir, c'est que quand même, ce projet coûte des sous. Rappelez-vous le transparent où je vous disais que la correction coûtait moins cher. J'ai l'impression qu'on a un peu déplacé les sous. Le planning est serré, là on fait un focus sur la fin, et donc cette semaine commençaient les premiers tests grandeur nature des ECNI, avec le démarrage lundi matin dans 34 centres des ECNI de test. Donc ça commençait lundi matin. Pour retracer un petit peu ce projet, en fait, qu'on a commencé réellement en décembre 2013 jusqu'à octobre 2015, c'était un beau projet, on était vachement contents en fait. On a organisé une vingtaine d'examens, des examens de thèse, des examens blancs après, des examens facultaires. Jamais eu aucun problème. Un petit problème une fois, mais c'est le serveur en fait CIDES qui ne répondait pas à Grenoble. Donc de notre côté, rien. Une montée en compétences des équipes progressive, vraiment satisfaisante. On maîtrisait bien tous nos processus. Ça, c'est super important, c'est une garantie de bon fonctionnement, et tout le monde était vraiment bien zen. C'était bien. Mais ça c'était avant. En fait, le 24 octobre, on reçoit des instructions du CNG qui nous dit il faut tout changer là, donc nouvelle architecture réseau, vous allez nous mettre un réseau privé, vous allez nous mettre un proxy web que finalement on n'a pas utilisé. Et quasiment tous les jours, des nouvelles instructions de configuration des tablettes ou du réseau qui arrivaient. Bon, c'était un petit peu hard, la fin de projet, là. La configuration définitive fixée 5 jours avant les tests. Et en ce qui concerne Rennes 1, la veille. On verra ce que nos collègues de Toulouse, si on réussit à anticiper ou pas. Mais nous, on était contents, c'était prêt le vendredi soir pour le lundi. Bon, le résultat, on sait ce que c'est. Les tests, soit ils n'ont pas été faits, soit ils ont été bâclés. C'est dommage parce qu'on avait pris le temps avant, mais là, impossible. En plus, on avait investi sur Jamf en se disant on va pouvoir passer, parce que lundi on repart en examen facultaire, il va falloir rebouger toutes les tablettes. Pas de bol, avec le réseau ECNI privé qu'on nous a donné, le MDM est inutilisable, donc il va falloir reprendre à la main, se mettre à quatre pattes, sympa.
Et puis, non, il en résulte surtout une grosse inquiétude, aussi bien au niveau des personnels techniques que des personnels fonctionnels, parce que ça fouette un peu aussi côté scolarité. Voilà, et pourtant, ça marche. Alors bon, en fait non, ça marche pas du tout. En fait, ça c'est le slide que j'avais prévu de présenter, en fait ça n'a pas marché du tout. Le lundi, premier test de connexion, on a juste demandé aux étudiants de valider leur connexion. Et ça a bien marché, c'est-à-dire que de 11h à midi, un par un, ils ont pu se connecter sur le serveur et puis valider leurs identifiants. On était très contents. Et c'est le lundi après-midi que ça s'est moins bien passé. Bon, la photo est peut-être un peu exagérée par rapport à ce qui s'est passé, mais du point de vue des étudiants, c'est à peu près ça quand même. Ce qui s'est passé, c'est que les serveurs du CNG n'ont pas tenu. On ne sait pas pourquoi, un problème de montée en charge, sans doute. Et donc, on a gardé les étudiants dans la salle. Vous imaginez un peu l'ambiance. On les a libérés au bout de 2 heures, quand même. Et puis, on leur a dit, revenez demain matin. Alors, je ne sais pas s'il y a eu de la tentative de réparation en live. C'était assez fun cet après-midi, là. Voilà. Alors, forcément, ça râle. Hein, si vous regardez la presse spécialisée, là, ça a envoyé tout de suite. Hein, parce que bon, les syndicats étudiants s'étaient déjà un peu inquiétés, le CNI, bon, ça a beaucoup râlé, à tel point que les épreuves ont été renommées, les épreuves crachantes nationales par les étudiants. C'est pas de moi. Hein. Et en fait, surtout, non mais, bon, c'est vrai que c'était rigolo. Hein, j'ai reçu de la part de mon chairman le dernier tweet là, qui est même Chuck Norris n'a pas réussi à finir les ECNI. Voilà. Il s'amuse beaucoup. Bon, néanmoins, derrière, il y a un vrai problème, hein, c'est que ces étudiants, on les a fait déplacer dans les centres. En plus, à Rennes, on a des étudiants étrangers hein, qui se sont payés l'hôtel et tout pour composer 2 minutes. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas composé. Bon, ça râlait fort le lundi soir. Mardi matin, on y va. C'est mieux. Ça a craché au bout de 30 minutes. Donc ça a permis aux étudiants de sortir dehors, faire des photos de groupe assez intéressantes. Voilà, donc ça râle très fort. Je passe, bon, ça s'est très bien passé l'après-midi du mardi. À part que ce qui s'est passé, et ça, bon, c'était un peu redouté, c'est que certains ont appelé au boycott des épreuves du lendemain. Donc il y a eu des épreuves le mercredi. Il est resté quelques bugs, mais ça a bien marché. Une des raisons, c'est sans doute qu'il n'y avait que la moitié des étudiants présents. Bon. Vaut mieux, comme vous le faites, en rire. Je vous assure que l'atmosphère n'était pas franchement au rire dans la salle. Bon, ok, on apprend, c'est des tests, etc. Mais n'empêche que c'est super mal vécu, hein, ce qui s'est passé. Et donc, quand on essaie de regarder, donc on a une petite phrase du CNG pour nous expliquer que c'est les serveurs qui n'ont pas tenu le coup. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours avant ces ECN de tests, il y a eu des tests qui ont été réalisés dans la région Rhône-Alpes, sur lesquels on a eu très peu d'écho, on a eu juste #fiasco. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose qui s'était produite. On peut se demander quand même ce qui a été fait entre ces tests-là et ceux qu'on a eu la semaine dernière. Toutes les équipes techniques sur place, au moins, et en plus les étudiants, vraiment se posent énormément de questions. On peut même se demander, parce que pour avoir travaillé avec le cabinet Solucom beaucoup, et de manière très intéressante, parce qu'ils sont vraiment pros, en local sur les sites, ça a été super ce qui a été fait. On peut se demander si la même attention a été portée sur les serveurs. Moi, j'en doute, parce que on est dans des conditions idéales, un réseau privé, 10 000 sessions à maintenir sur un serveur PHP. Et si on ne sait pas faire ça, il faut venir voir dans la communauté. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui savent faire ça. Voilà, positivons. On a fiabilisé notre infrastructure. Le réseau Wi-Fi, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a enlevé des SPOF un peu partout, et ça c'est important pour notre fiabilisation générale. On est énormément monté en compétence sur ce projet depuis 2 ans. On sait gérer un nouveau parc. On sait organiser des examens de manière différente, avec des nouvelles exigences de disponibilité qu'on ne trouvait que très rarement, peut-être dans le milieu hospitalier. Voilà. Donc c'est très positif. Et c'est un projet bien agréable qui n'est pas fini, puisqu'il se terminera en juin
2016. Voilà. C'est pour toi. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation complète avec beaucoup de recul et d'autocritique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je répète la question. Est-ce qu'il y a une chance que cet examen soit définitivement abandonné sous cette forme? Je ne sais pas. Il faudra demander au CNG. Je ne sais pas s'ils ont communiqué aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Je sais qu'il y a les syndicats étudiants qui ont demandé au moins à voir Marisol Touraine pour voir un peu ce qui se passait, pour savoir la suite. Voilà. Je ne sais pas. Gauche. Oui, bonjour. Guillaume Mollaret, journaliste à EducPro. Bon, merci de nous lire déjà d'une part, et puis voilà, d'autre part, je voulais savoir si à votre sens, est-ce que ce type de crash test grevait, sinon définitivement, au moins pour un temps, les velléités que certains établissements pourraient avoir de créer des examens en ligne pour leurs étudiants? Alors là, par contre, j'ai la réponse non. La réponse est non. De toute façon, on y va vers les examens informatisés. Ça marchera. Moi, je suis même étonné que ça n'ait pas marché dès maintenant, parce que dans les établissements, j'ai pas eu de remontée comme quoi quelqu'un s'était gaufré. Il y a eu un problème de tablettes mal chargées, je crois, dans un établissement, mais j'ai pas eu d'autres remontées. Donc, ça marchait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau des serveurs. Le CNG communiquera là-dessus. Mais non, ça viendra. Le premier slide, ça marche. J'y croyais, hein, franchement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Enfin, c'est pas un projet démentiel, quand même. Donc, non, ça marchera. Et même, il y a d'autres filières qui regardent déjà ça pour des grosses promotions, comme le C2I à l'université. Bon, voilà. Oui, ça marchera, ouais. De toute façon, ça marchera en mars. Ils ne peuvent pas se gaufrer 2 fois comme ça. C'est pas possible. C'est enregistré, hein. Une autre question? Levez la main. En bleu, Nouméa. Bonjour, Gilles Adouard, Université de la Nouvelle-Calédonie. Comment empêcher sur les tablettes de communiquer entre tablettes ou avec autre chose, etc. Puisqu'il doit y avoir le réseau, il doit y avoir sur la tablette, comment... Alors au début, quand on est arrivé sur la tablette Apple, qu'on ne connaissait pas du tout, on ne maîtrisait pas, on s'est dit ils auraient pu partir sur des trucs plus simples à gérer. En fait, on s'est rendu compte que le choix d'Apple, c'est le bon choix à la fin, parce que ce qu'offre Apple, c'est des outils pour générer les tablettes dans des configurations très précises, avec l'application unique, c'est-à-dire qu'on a un navigateur qui est lancé en mode plein écran, duquel on ne peut pas sortir. Et donc, si on a au niveau réseau configuré ça correctement, ça se passe très très bien. Voilà. Oui, bon, bonjour, Laurent Gidé, Renater. Merci pour la présentation. Je voulais revenir effectivement sur un des points qui est le sujet du L3 VPN. Bon, j'avoue humblement qu'il a été demandé tardivement aux établissements. Je tiens à dire à quel point la communauté a réussi à se mobiliser de ce côté-là et à mettre en place quelque chose qui a très bien fonctionné dans des délais qui étaient extrêmement courts. Voilà, donc c'est merci encore. En ce qui concerne les problèmes qui sont survenus, donc côté Renater, évidemment, on est assez impliqué, hein, puisque nous, on était côté CNG pendant tout le déroulement ou le non-déroulement des épreuves. Enfin, ça dépend de quoi on parle. Bon, il faut quand même dire que la journée du mercredi s'est passée effectivement avec moins d'étudiants, mais cette fois dans des conditions techniques qui étaient nettement mieux réussies. Globalement, pour ce que j'en sais aujourd'hui à ce stade, c'est pas un problème de dimensionnement.
c'est un autre problème, et voilà, le CNG communiquera effectivement dessus. Donc je ne suis pas non plus inquiet sur le fait que ça soit bien opérationnel. Bon, il y a un petit sujet, c'est qu'effectivement, compte tenu du fait qu'on a pu faire que très peu de tests, du moins que le CNG n'a pu faire que très peu de tests, malheureusement, tout le reste n'a pas pu être totalement validé. Et après, simplement compléter l'information en ce qui concerne les SPOF, pour dire que, donc, côté réseau, Renater donc accompagnera les centres concernés en déployant des routeurs complémentaires, qui seront des routeurs permettant de rejoindre le centre d'examen par un réseau 4G en complément de la liaison Renater quand elle n'est pas suffisamment résiliente. Voilà. C'est une occasion inespérée pour la communauté de pousser vers la résilience des raccordements, puisque là on déploie une solution spécifique pour un sujet spécifique. Comme tu l'as dit, je pense qu'il faut vraiment espérer que voilà, ça ne fera que croître et embellir et que ça se développera dans d'autres disciplines, d'autres niveaux, etc. Et donc ce sujet de résilience n'est plus une option pour nous. Il faut y aller partout où on peut. Les infrastructures, les dispositifs doivent être le plus résilients possible. Et puis, merci parce qu'on ne s'est pas vu avant, et merci parce que tu as été notre contact au niveau réseau, et effectivement, toutes les équipes réseau dans tous les établissements ont fait un boulot monstrueux. C'est génial qu'ils ont fait. En haut. Oui, bonjour, Thibault Lemeur, Centrale Supélec. J'avais une petite question où on a vu les aspects sécurité. Et quand on passe au numérique, il y a un autre aspect qui me semble important, c'est l'aspect accessibilité. Est-ce que dans ce projet, c'est un point que vous avez traité? Est-ce que vous pouvez partager là-dessus? Absolument. Alors l'accessibilité, on a deux types en fait de dispositifs qui sont mis en place. Un qui concerne les tiers-temps, donc c'est des étudiants qui ont des handicaps qu'on estime compenser en leur donnant un tiers-temps supplémentaire pour composer l'épreuve. Et donc aussi bien pour les étudiants rennais que pour les étudiants étrangers, en fait, on a un local séparé, aménagé pour ces étudiants tiers-temps. On a même une autre solution qui est ce qu'on appelle le secrétariat, c'est-à-dire que pour des handicaps plus lourds, les étudiants peuvent se faire assister d'une personne, et pour le coup, on a un ou pas de secrétariat, c'est assez rare, mais quand on a une deuxième pièce qui est prévue pour ça. Effectivement, c'est prévu. Ce sont des étudiants qui, pour les tiers-temps, composent pour des tablettes, pour les secrétariats, peuvent composer sur d'autres périphériques comme des PC par exemple. Donc effectivement, c'est pris en compte. Une autre question? Oui, encore en haut. Oui, bonjour, Stéphane Michel, Université Paris 6. Vous avez fait le choix des tablettes pour votre parc de support pour les examens numériques. Avez-vous envisagé d'autres types de matériel pour les examens CIDES? Alors, d'abord, on n'a pas fait le choix, parce qu'on ne connaissait pas Apple, on ne serait probablement pas parti là-dessus. Comme je disais, rétrospectivement, ce n'est pas un mauvais choix. Après, pour d'autres examens, comme les ECNI, comme le C2I, on n'est pas forcément sur de la tablette, pour le coup. On peut, par contre, récupérer tout ce qu'on a appris aujourd'hui en termes de séparation des réseaux, de résilience, etc., pour l'appliquer à des examens qui pourraient se tenir en salle avec du PC avec de la souris, par exemple. Voilà, si on avait d'autres tablettes à acheter, je pense que pour le coup on prendrait de l'Apple parce que j'ai pas envie qu'on gère 40 matériels différents aussi. Question à gauche. Oui, bonjour, Thibaut Tanzuli, Université de Saint-Étienne. On nous a demandé dans la checklist de Solucom de gérer tout ce qui était brouillage Wi-Fi. Comment est-ce que vous avez résolu ce problème? Alors ça a été assez vite résolu. Moi je comptais sur le cabinet Solucom quand ils sont venus faire la visite de pré-labellisation, qui nous apportent des billes, qui nous aident là-dessus. Et la réponse a été assez rapide, c'est que, en gros, à part les militaires, personne n'a droit de brouiller aujourd'hui. Et donc on ne peut pas faire ça. Alors c'est... Bon, je peux en parler librement parce que de toute façon, sur Twittos, il y en a plein qui se défoulent là-dessus en disant qu'on achète un brouilleur à 150 € et on va réussir à rendre inopérantes les salles. Je pense que c'est un point que plusieurs universités ont soulevé et pour lequel il n'y a pas eu de réponse aujourd'hui. Voilà. Sur eBay, à 2000 €, on trouve des trucs à 500 mètres. Enfin, il y a un vrai problème là-dessus et on n'a pas de réponse pour l'instant à apporter.
Alors, une dernière question, et aussi le fait que les intervenants d'après ont une réponse. Donc, il y a un peu de suspense, on attendra. Frédéric Poget, Télécom Paris Tech. Donc vous a imposé le choix des tablettes Apple, mais on vous a pas fourni de configuration déjà, parce que vous êtes plusieurs établissements, donc c'est un petit peu, enfin, qu'on vous laisse ces choix-là, c'est pas un peu surprenant? 30 secondes. Pas de stress. Non, ça fait partie des points qu'on va remonter au CNG. C'est-à-dire qu'il va falloir anticiper plus les choses. Notamment, c'est désolant qu'on nous ait imposé des modèles de tablettes et qu'on ne nous ait pas donné des configurations types, parce que tous les établissements ont bossé dans leur coin pour créer, je suppose que chez toi aussi, voilà, et chez nous aussi, et partout aussi, et ça c'est déplorable. Une seconde, top. Allô? Merci. Merci beaucoup.